Bonjour à tous et à toutes. Je suis la docteure Marie Bertrand, directrice des politiques à la CSMC et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer avec le webinaire, j'aimerais passer en revue les détails techniques en ce qui a trait à la participation à ce webinaire. C'est un plaisir d'offrir ce webinaire dans les deux langues officielles. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté en anglais et traduit simultanément en français. Pour écouter le français, cliquez sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Le sous-titrage est également disponible en anglais tout au long du webinaire. Nous pouvons y avoir accès en cliquant sur le bouton Live Transcript ou transcription en direct. Pour afficher les diapos en français, sélectionnez Option d'affichage en haut de votre écran dans le menu déroulant qui s'affiche ensuite. Vous pouvez basculer entre l'anglais et le français en cliquant votre sélection sous le titre Écran partagé. Je serai la modératrice durant la période de questions-réponses à la fin de la présentation du panel. N'hésitez pas à entrer vos questions pour les présentateurs dans la boîte conversée. Enfin, compte tenu du thème des présentations d'aujourd'hui, je vous invite à prendre note du numéro de la ligne d'aide de votre région. Nous mettrons des informations supplémentaires aussi dans la boîte conversée en ce qui a trait à des ressources pour de l'aide. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous en informer dans la boîte conversée ou en appelant ici dans le chat Sam au 88 999 8274. Très bien. Allons à la prochaine diapo. Encore une fois, je suis Mary Burcham et professeure adjointe en politique admission, oui. Et c'est un plaisir de présenter les recommandations de notre bref sur la COVID-19 et le milieu correctionnel au Canada, COVID-19, santé mentale et usage de substances en milieu correctionnel. Recommandations d'amélioration. Prochaine page. La Commission de la santé mentale du Canada se tient sur les territoires Anishinaabe. C'est une présence qui remonte à des temps immémoriaux. Les Algonquins ont vécu sur ce territoire en tant que gardiens défenseurs de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous avons le privilège de bénéficier de leur longue tradition d'accueil de nombreuses nations sur cette magnifique terre et nous reconnaissons également les territoires traditionnels de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada, où réside, oui, notre personnel et nos employés. Nous voulons aussi reconnaître la souffrance, la douleur vécue par les familles et les communautés des enfants autochtones retrouvés dans les tombes non documentées et non marquées sur les terrains des anciens pensionnats autochtones. S'il vous plaît, prenons un moment de silence à cet effet. Merci. Prochaine page. Voici l'ordre du jour. Nous allons avoir des présentateurs après avoir présenté les résultats du bref sur la COVID-19 et ensuite il y aura une période de questions-réponses suite à la discussion en panel. Sur la prochaine page, nous allons voir qu'il y a deux documents qui ont été publiés. Nous pouvons les retrouver sur le lien qui sera donc copié dans la boîte conversée. Il y a aussi une version en 2 pages avec des faits saillants disponibles
encore une fois, dans les deux langues. Prochaine page. Je vais commencer maintenant à fournir un contexte du document d'information. D'abord, en mars 2020, lorsque la pandémie a commencé à frapper le Canada, bien, nous avons commencé à explorer les impacts et les répercussions sur la santé mentale des Canadiens. Et nous allons fournir un lien aussi dans la boîte conversée, oui. Et un des impacts que nous avons vus potentiels est surtout en ce qui a trait aux conséquences des participants qui avaient davantage de concentration de facteurs de risque chez eux. Par conséquent, nous avons décidé d'initier des documents d'information sur ces populations à risque, incluant des personnes qui vivent dans le système judiciaire ou carcéral. De plus, en plus de la révision des sources universitaires et de recherche, nous avons consulté un groupe d'experts, dont Howard Sapers, qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi parlé avec des ministères clés afin d'obtenir leurs commentaires. Nous avons aussi tenu un groupe de discussion très utile pour des gens avec des expériences vécues. Sur la prochaine page, nous pouvons voir certaines des choses qui ont été mentionnées dans ces groupes de discussion. On voit ici à quel point la pandémie de COVID-19 a augmenté et exacerbé l'anxiété et les défis auxquels font face ces gens dans les domaines, dans les milieux carcéraux. Prochaine page. Certains des résultats qui ont émergé des consultations et des études sont relevés ici. Dans le milieu carcéral, on voit des stigmas en intersection avec le système de justice, la santé mentale, l'utilisation de substances, la maladie chronique. Tout cela rend difficile l'accès aux services qui sont nécessaires. En même temps aussi, la nature même du système carcéral rend difficile aux établissements d'obéir aux recommandations et de maintenir des programmes psychosociaux. Et ces facteurs ensemble aussi sont liés à des risques disproportionnés dans cette population. Non seulement de contracter la COVID-19, mais aussi d'intensifier les conditions de santé mentale et de risque d'abus de substances. Prochaine page. Voici certains des faits importants qui ont été identifiés. D'abord, les infections de COVID-19 ont été plus élevées dans les établissements correctionnels fédéraux et provinciaux comparativement à la population générale. Deuxième fait important, ceux qui font face à des individus incarcérés, oui, sont habituellement prises avec un problème d'usage de substances qui augmente aussi les complications et les infections de COVID-19. Finalement, basé sur les enquêteurs dans le correctionnel, afin de mettre en œuvre les mesures de santé publique, de nombreuses personnes ont été gardées dans leur cellule 23 heures par jour à cause des restrictions et les conséquences sur la santé mentale, bien sûr, ont été exacerbées à ce moment. Prochaine page. Certaines des difficultés identifiées sont reflétées ici. D'abord, les personnes incarcérées font face à un risque plus élevé de contracter la COVID-19, tel qui a été vu dans la statistique précédente.
C'est la nature même du milieu carcéral, oui, mais aussi à cause des conditions préexistantes et des notions d'inéquité avec un chiffre une population autochtone et racialisée en surpondérance dans le système de justice et des facteurs de risque pour la maladie chronique, la santé mentale et l'abus de substances qui est disproportionnel dans cette population, oui. Nous allons voir ici l'effet agrégé des risques de la COVID-19 avec certaines de ces conditions et de ces risques préexistants. Le, le risque plus élevé de COVID-19 aussi a été vu dans la population en général. L'anxiété face à la COVID-19 a eu un effet, bien sûr, dans la population générale, mais aussi chez les personnes incarcérées, surtout ceux qui avaient des risques, des inquiétudes, des problèmes de substances. Et troisièmement, la COVID-19 a alourdi les problèmes de prestations de services qu'on connaît depuis longtemps dans les milieux correctionnels. Similaire à d'autres endroits aussi, nous avons vu des perturbations de services dans ces secteurs, mais aussi surtout dans les centres correctionnels, également liés au maintien du nombre d'employés dans leur poste. Certaines des considérations clés qui ont été nommées ici, un point important, le confinement médical ne doit pas être organisé de la même manière que l'isolement en cellule des détenus. Bien sûr, le confinement médical a été une approche nécessaire en ce qui a trait aux règles, aux recommandations de la santé publique. Mais c'est toutefois difficile d'éviter l'association avec le confinement solitaire ou la ségrégation administrative. Nous avons vu des rapports que dans certains cas, eh bien, l'isolement médical euh, n'était pas recommandé que certains fassent tout possible pour mettre en œuvre l'isolement médical sans invoquer le contexte ou les approches face à la ségrégation administrative et l'isolement. Ensuite, l'importance de la décarcération. Nous avons vu que la décarcération, les efforts de décarcération, oui, ont augmenté durant la pandémie. Finalement, on met l'accent ici sur la continuité des soins qui doit se poursuivre. Il y a eu certains manques ici qui ont été exacerbés à cause de ces efforts de décarcération. Oui, alors, encore une fois, on souligne l'importance de répondre à ces problèmes tels que mentionnés durant l'expérience de la pandémie. Oui. Je vais conclure avec certains des faits saillants, des recommandations stratégiques. Clairement, il y en a davantage dans le rapport détaillé que l'on peut aussi lire, bien sûr. D'abord, l'importance du dépistage, le signalement universel pour le personnel, pour les personnes incarcérées. La vaccination, oui, maintenant importante ici, alors que l'on aborde l'automne. L'importance aussi de la transparence, du partage d'informations en ce qui a trait à la prévention, le contrôle des infections et les effets connexes sur la santé mentale, la consommation de substances dans les établissements correctionnels. L'importance aussi d'intégrer les services, incluant la réduction des méfaits dans le domaine carcéral, mais aussi dans la continuité des soins en sortant du système carcéral. Finalement,
Tel que mentionné, cet enjeu d'isolement médical est crucial. On parle ici de l'importance de justification claire afin de se prémunir des mauvais usages de l'isolement médical dans ce contexte et les associations avec la ségrégation administrative et le confinement solitaire pour réduire les effets de ces deux approches. L'approche pour une stratégie nationale de décarcération est un appel pour créer, oui, une approche, une stratégie, et nous l'avons aussi mentionné durant la pandémie afin de renforcer cette transition. Intégrer des dossiers médicaux dans la planification des libérations aussi, et faire davantage aussi sur les données basées sur le genre et la race pour augmenter la transparence et pour répondre à certains de ces enjeux d'équité qui ont été mentionnés un peu plus tôt. Augmenter le financement pour développer la collaboration entre les établissements et les fournisseurs de services. Nous pouvons aussi développer tout cela dans le contexte de l'intégration des services correctionnels liés aux services provinciaux communautaires, au niveau communautaire, oui. Et finalement, assurer un accès continu aux médicaments ou aux traitements et aux mesures de soutien, oui. Parlons aussi de logement comme élément crucial. Je vais donc prendre une pause ici avant de nous tourner vers le panel. J'aimerais voir où vous vous trouvez en ce moment. Alors, si ce serait possible de passer à la prochaine page et de ce que j'en comprends, nous allons lancer un vote, un sondage, oui. Alors ici, on vous demande d'où vous nous rejoignez, où est-ce que vous vous trouvez et aussi où se trouvent aussi vos associations, vos intérêts aussi liés, oui, à ce sujet. Nous allons donc prendre une petite pause pour vous laisser compléter le sondage et rapporter les résultats pour ensuite passer au panel. Très bien, nous avons 54 personnes sur 78. Nous allons encore donner 30 secondes pour répondre. Trois, deux, un. Merci beaucoup. Mettons fin au sondage. Très bien. On a beaucoup de personnes qui sont de Québec, distribuées aussi des personnes qui sont de l'Ouest, du Canada central. Et on a une personne aussi à l'extérieur du Canada. Maintenant, sur l'identification principale, on peut aller, on peut faire défiler, oui, vers le bas. Des personnes avec de l'expérience vécue, des professionnels de la justice pénale, oui, des chercheurs. Alors, bon, un bon mélange ici. Alors, ça serait intéressant de voir les questions que cela suscite. Bon, très bien. Passons maintenant à la prochaine page. Je vais maintenant vous présenter les trois présentateurs que nous avons pour le panel et demander aussi, inclure les biographies dans la boîte conversée. D'abord, nous allons avoir avec nous Mo Korchinski, qui est la directrice exécutive de la société de services Unlocking the Gates en Colombie-Britannique. Elle a un long passé de toxicomanie en incarcération. Son histoire et ses expériences vécues ont fait du programme ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons ensuite avoir AJ Grant Nicholson, avocat et conseiller en santé mentale et justice. C'est un avocat avec une vaste expérience en droit de la santé mentale et en droit pénal, oui. Et il est aussi consultant
dans le développement de programmes pour les populations marginalisées. Finalement, nous avons Howard Sapers, qui est président, comité consultatif de la mise en œuvre des unités d'intervention structurées et ancien enquêteur correctionnel du Canada. Howard a travaillé dans le secteur de la justice, des services correctionnels, de la politique. Il consulte actuellement au niveau national et international sur la surveillance, l'ombudsman et les politiques et pratiques correctionnelles. Sans plus attendre, nous avons demandé à la prochaine page, oui, à nos présentateurs de penser à ces questions qui vont s'afficher en un instant. Mo, nous allons d'abord vous entendre à ce sujet. Très bien. Première question. Pourquoi est-ce que ce travail est-il important pour vous? Eh bien, encore une fois, avec mon expérience personnelle dans le système de justice, eh bien, mon travail est sur l'aide aux personnes, dans toutes les personnes qui sont au correctionnel en Colombie-Britannique jusqu'au moment de leur libération. Alors, 9 fédéraux, établissements fédéraux, quelques provinciaux. Personnellement, lorsque j'ai été incarcéré, c'était une porte tournante. Des gens qui viennent, qui sortent, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils sont libérés. Alors, on a commencé un programme pour les aider s'ils veulent en finir avec la drogue, s'ils veulent aussi avoir peut-être des kits de désintoxication, ce genre de choses. Bref, c'est une façon de changer la vie de ces gens. Moi, j'ai perdu plus de 400 personnes que je connais dans la crise d'overdose en Colombie-Britannique. Il y a quelques années, nous avons commencé ce projet pilote et jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé qu'on serait arrivé là. On a commencé à Burridge, BC, une prison pour femmes, et ensuite, on a, on a élargi le programme. Alors, voici ce que c'est maintenant. Est-ce que vous voulez que je réponde à toutes les questions? Oui, Mo. En effet, s'il vous plaît, c'est possible de répondre aux 3 questions et ensuite, on va passer à la prochaine personne. Très bien, oui. Bon, pour la deuxième question, pour moi, en fait, lorsque la COVID est arrivée, il y a eu beaucoup d'enjeux qui ont été soulevés. En fait, 85 des personnes qui sortent de la prison sont itinérantes, en fait, ne savent pas vraiment où aller. Et si c'est une question, bon, ils vont peut-être retourner là où ils sont fait arrêter, ils vont essayer de retourner trouver leurs effets personnels, mais vraiment, il y a peu de dignité d'une personne qui est libérée. Alors, on a un programme de sac à dos. On donne des sacs à dos remplis pour ces personnes. Et avec la COVID, tout a été fermé, pas d'autobus, rien. Mon organisation, avec mon équipe, on est 15 ici, nous avons décidé de continuer à travailler dans les centres correctionnels. On a dit, nous sommes encore présentes. Nous avons un financement pour 230 clients. Nous en avons fait 600 dans la première année de la pandémie. Alors, nous avons aidé 600. Nous avons aussi du financement de l'Autorité des Premières Nations ici, qui nous appuie dans ce travail. Et encore une fois, d'abord, notre objectif premier est de garder les gens en vie. Durant la pandémie, vous voyez, on allait chercher des personnes récemment libérées. On avait un sondage même demandant bon, qu'est-ce qu'ils pensent de la COVID, qu'est-ce qui se passe après 2 mois d'isolement, tout cela. On sort et puis c'est comme une ville fantôme. Il y a de l'anxiété. C'était vraiment reconnaissante d'avoir quelqu'un à leur côté. C'était vraiment important que lorsqu'on est libéré, eh bien, on puisse avoir cette aide supplémentaire, surtout lorsque tout a été fermé, essayer de trouver un endroit sécuritaire où aller dans une crise et tout ça. Donc, pour la recommandation, eh bien, supporter les organismes communautaires ici. Clairement, le financement commence à manquer. Nous avons réussi à aider 600 personnes. On a réussi à loger 250 personnes aussi. On a besoin de davantage de financement. Nos chiffres vont être encore plus élevés cette année. Alors, moi et mes employés, nous avons de l'expérience en milieu correctionnel. Nous savons
qu'est-ce que cela veut dire d'être entre ces murs et jusqu'à la journée où on est libéré. C'est tellement plus facile d'aller dans la rue où on n'est pas jugé, mais avoir quelqu'un qui peut vous aider, leur donner de l'espoir aussi afin de transformer sa vie et qu'on soit disons, une grand-mère pour ses petits-enfants, obtenir un emploi. Euh, on dit, bon, comment est-ce que j'arrive à faire? Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je leur dis, peut-être pendant un an, rester à l'extérieur de la prison et on s'en reparlera dans un an. Donc, bon, c'est assez pour moi pour cette question-là. Merci beaucoup, Mo. Merci. Ici, on mentionne un appui supplémentaire pour ceux qui font la transition dans la communauté, avec la dignité, avec l'appui dans les organisations communautaires, pour vraiment connecter en partie, bon, être en mesure d'offrir ces expériences, cette perspective. Et ensuite, avec le logement, offrir le logement, n'est-ce pas? Une place où avoir de la dignité. Bon, alors oui, j'apprécie cet apport. Merci beaucoup, Mo. Donc, si nous avons davantage de temps, on pourra euh, revenir vers vous ici. Nous avons ensuite passé la parole à AJ. Alors, AJ, nous allons vous passer la parole maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons passer les questions en revue, comme on l'a fait avec Mo. Pourquoi est-ce que ce travail est important pour moi et comment est-ce que j'ai commencé à travailler en ce domaine? Eh bien, j'ai grandi dans une maison où le droit des incarcérés était très fort. J'ai une grand-mère qui était directrice générale d'une assemblée pour les Amis et les Noirs, qui était un organisme à but non lucratif qui défendait les droits des personnes incarcérées de couleur. Et j'ai été mentoré par elle durant le secondaire, durant l'université, et cela m'a inspiré pour poursuivre une carrière dans le domaine du droit. Après le droit, j'ai commencé à travailler en tant que euh, personnel en santé mentale. Alors, j'ai été sur les premières lignes dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, j'ai passé de la course sur la santé mentale et ensuite, j'ai passé en tant qu'avocat pour développer des stratégies en santé mentale et développer des programmes pour les personnes qui sont atteintes d'abus de substances et de problèmes de santé mentale. Une des choses que j'ai réalisées avec le temps et que j'ai vu aussi est que le système de justice est un instrument qui n'est pas bien fait pour répondre aux besoins des personnes qui vivent avec des besoins de santé, oui, des besoins thérapeutiques en fait. Nous avons vu une population vieillissante aussi en prison. C'est des besoins gériatriques aussi. Nous voyons aussi une pandémie en prison et comment les problèmes sont exacerbés en ces temps et empirés avec cette pandémie. Dans ma pratique privée, je me spécialise dans la loi sur la santé mentale et cela inclut le développement euh, les enjeux juridiques de santé mentale. Juste pour revenir sur aussi euh, ma grand-mère qui a travaillé avec des personnes incarcérées de couleur noire, eh bien, elle a mis l'accent sur l'intersectionnalité de la santé pour ses clients qui étaient noirs, racialisés, le besoin aussi de commissions pour ces personnes et de programmes aussi dans les institutions qui visent ces personnes. Cela est une transition pour la prochaine question. De quelle façon est-ce que tout cela a mis l'accent sur des recommandations liées à mon travail et l'expérience vécue? Lorsque je pense aux répercussions de cette pandémie sur les personnes qui ont des besoins d'aide sur l'abus de substances et de santé mentale, eh bien, lorsqu'on pense à l'intersectionnalité, le programme est basé sur les besoins communautaires et ça a été perturbé. Donc, comme vous avez mentionné, on parlait ici de population qui est incarcérée à un niveau plus élevé, de façon disproportionnée. Ils n'ont maintenant pas accès à des programmes culturellement sensibles et ça peut être mauvais pour leur bien-être et leur santé mentale aussi. Il y a aussi le besoin de décarcérer, une stratégie de décarcération. Ici, en tant qu'avocat, il y a eu clairement beaucoup de complaisance en ce qui a trait à bon,
la poussée initiale pour décarcérer une portion de la population. Je crois que d'abord, on a rapidement essayé de décarcérer des personnes et ensuite, euh, selon les statistiques récentes et de façon anecdotale, nous voyons cette complaisance qui arrive et à cause, je pense que de l'extérieur, nous sommes beaucoup plus à l'aise. Nous sommes vaccinés. Nous essayons de revenir à la normale. Et je ne sais pas si on comprend complètement le fait que c'est encore menace, une menace mortelle dans une institution qui a été bâtie dans au 18e siècle, ici, avec une mauvaise ventilation, etc. C'est encore urgent pour que les gens sortent de ces institutions. Alors, il faut garder ça en tête. Et encore, le besoin de l'aide lors de la libération, du logement, de la santé mentale, des dépendances, des abus de substances. En tant qu'avocat, je peux dire que le manque d'aide dans ces domaines mène à davantage de violations, d'incarcération. Alors, si on est libéré parce que, bon, il y a eu beaucoup de perturbations en termes de soutien, de logement durant la pandémie. On essaie de faire libérer des personnes, mais s'ils sont libérés, et disons qu'ils sont en crise psychiatrique, cela va mener à davantage d'accusations et de problèmes. Ce que j'observe aussi est que nos affaires basées sur le service est passées en mode à distance, en mode virtuel. Nous devons toutefois penser à la population que l'on sert. Ceux qui sortent d'un hôpital psychiatrique, d'une prison, eh bien, ces personnes doivent rencontrer des personnes, le tribunal, les tribunaux, oui, qui se déroulent à distance. Eh bien, on doit se demander, est-ce qu'ils ont accès à l'Internet d'abord? Surtout, ceux qui ont des problèmes d'abus de substances, de santé mentale, n'y ont probablement pas. Si on revient à l'intersectionnalité, Dr. Bartram, je suis heureux que vous avez essayé de parler des risques plus élevés de chaque communauté noire, autochtone, eh bien, pour différentes raisons, oui. Et je crois que c'est beaucoup ici simplement pour une présentation, mais je pense que nous savons en fait qu'il y a des comorbidités de la maladie chronique chez cette population, des risques plus élevés aussi, généralement en ce qui a trait à la santé mentale, aux maladies psychiatriques, aux problèmes d'abus de substances. Alors, nous devons le garder bien en tête. Aussi, gardons tout cela en tête avec le fait qu'il y a probablement des moins bons résultats de santé s'ils contractent la COVID ou l'infection dans la communauté sera plus élevée. Par exemple, à Toronto, 9% de la population à Toronto est noire. Dans la première vague, à l'été, on voyait environ 20% des cas qui étaient de cette communauté, de ce groupe. Alors, on sait que c'est plus élevé. Il y a des statistiques similaires partout au Canada chez les communautés ethniques. On doit garder en tête que ce n'est pas simplement le risque d'être malade, oui, mais le risque de transmission qui est plus élevé à cause des facteurs socio-économiques. Donc, lorsqu'on libère des personnes, où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles sont libérées, vont dans un foyer intergénérationnel avec beaucoup de personnes dans un seul endroit qui est assez serré? Clairement, il y aura des risques plus élevés et des défis reliés au niveau socio-économique. Un élément aussi à garder en tête, tout ce qui se déroule à l'intérieur d'une prison. Je pense que si vous avez fait du travail justement avec cette population, nous allons voir que ce qui arrive à l'intérieur est une réflexion de ce qui se déroule à l'extérieur. Très souvent, c'est élevé, c'est magnifié. Si on regarde en Ontario, à l'extérieur des prisons, dans la population générale, nous voyons que les surdoses d'opioïdes ont augmenté de façon considérable. J'ai vu des statistiques aussi sur quelque chose comme 75 durant la COVID, plus de surdoses. Alors, je ne sais pas, mais on voit cela se répercuter aussi dans les populations. C'est des personnes dans des isolements prolongés, bref, dans des situations très adversales, dans des situations difficiles, oui. Donc, c'est ce que j'ai observé. C'est certains mots que je vais mentionner ici. Finalement, quelles sont les prochaines étapes en termes de recommandations sur les politiques, pour les actions à entreprendre? Mais
Je pense que ceux qui sont libérés doivent avoir accès à Internet et avoir accès à un cellulaire aussi afin de participer à les actions dans les tribunaux, les actions légales, communiquer avec les intervenants sociaux, avec les fournisseurs de services légaux, oui. Un élément à garder en tête est que lorsqu'on parle de monde post-pandémie, nous parlons de travailler à distance. Bien, clairement, nous devons garder en tête la façon de faire en sorte que les personnes soient à l'aise. Les avocats, les membres de la famille, ça va être plus à l'aise à retourner dans les institutions. Alors peut-être il faudrait faire des efforts pour démontrer qu'il y a des étapes que l'on pourrait faire afin de s'assurer qu'il y a de la sécurité en termes de transmission de COVID-19 maintenant et qu'on soit plus à l'aise de retourner dans ces institutions parce que c'est très détrimental en termes de fournisseurs de soins de la santé qui ne sont pas présents, de programmes qui ne sont plus donnés. Finalement, je pense qu'il doit y avoir des informations qui sont données. On parle de transparence, oui, mais des informations sur le vaccin afin que, en fait, ça va être spécifiquement conçu pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou d'abus de substances. Et ça devrait être aussi, lorsque approprié ou lorsque nécessaire, culturellement approprié, oui. Il y a une certaine intersectionnalité sur le partage d'informations, mais qui n'est pas faite à cette population. C'était tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, AJ. Et j'inviterai les participants à commencer à penser à leurs questions et à les insérer dans la boîte conversée. On rencontre des termes similaires ici avec ce qui a été mentionné par Mo, faire tout ce que l'on peut pour aider les personnes qui font la transition pour un retour dans la communauté, que ce soit en fournissant des cellulaires ou peu importe, sur certains des thèmes euh, pour continuer les efforts de décarcération et pour renforcer le soutien, oui, des communautés qui reçoivent les personnes libérées. Ensuite, on parle de l'intersection des risques accentués des déterminants sociaux, du racisme, de la représentation disproportionnée des Noirs et des Autochtones chez ceux qui ont des maladies chroniques, qui sont dans le système pénal, qui ont un historique de santé mentale ou d'abus de substances. On est finalement sur qu'est-ce que l'on peut faire pour aider ceux qui vont voir les membres de la famille afin de reprendre les visites, oui, mais aussi d'avoir des services culturellement appropriés. Il y a eu des perturbations de service, des arrêts de service, et ce serait bien qu'ils ne soient plus interrompus, de trouver une façon pour retourner à la normale. Donc, si on pourrait maintenant passer à Howard Sapers. Bonjour, Howard. À vous la parole. Merci, Mary. Merci, Mo et AJ, d'avoir démarré la conversation. Je vous rejoins ici de ma maison à Ottawa. Chez moi, c'est un privilège d'être en mesure de travailler sur le territoire non cédé de la nation algonquine. Les gardiens de ce territoire, je les remercie. Je vais aussi saluer la Commission de la santé mentale du Canada d'avoir organisé cet événement, cette conversation d'importance aujourd'hui. J'ai regardé les 3 questions et je dois vous dire ici, en toute transparence, j'ai eu cette discussion il y a quelques jours. J'ai vu ces questions et je ne serai pas vraiment discipliné dans mes réponses, je vais vous dire. J'ai travaillé durant ma carrière, surtout dans le domaine correctionnel, mais ça fait un certain moment maintenant qu'on le caractérise.
que d'essayer de répondre aux mêmes problèmes continuellement. Cette réalité empêche le progrès. Il y a encore trop de personnes qui vont en prison et qui passent trop de temps en incarcération et qui ne sont pas bien préparés à leur libération. C'est une tragédie. Il est important d'utiliser l'incarcération comme dernière mesure, qui est, tel que défini dans la loi, cet instrument de dernier recours. La COVID-19 nous fournit un rappel frappant de son importance. La comorbidité de la santé mentale et des dépendances est énorme dans la pratique correctionnelle. De mémoire, je ne me souviens pas avoir vu un tel rapprochement dans une histoire d'abus de substances. Là. Et cela nous... Mais quel est le but des prisons? Surtout pour la population qui est accusée ici, et l'utilisation aussi de la détention avant, euh, avant sentence ou avant jugement. La plupart de la population sont en attente d'un procès. Et cela est un problème bien connu. Les problèmes à l'intersection de la dépendance en santé mentale et la santé publique ne sont pas nouveaux, mais la COVID les a mis à l'avant-plan. Ce sont des problèmes qui ont défini les 40 dernières années de ma carrière. Et comme j'ai mentionné, la pandémie a ça de positif que davantage de personnes parlent de cette réalité maintenant. Elles y pensent. Et comme le veut le cliché, nous ne devrions pas gâcher l'occasion d'une bonne crise. Et il y a une occasion de changement, d'action. J'aimerais vous rappeler qu'en 2013, les Nations unies et le Bureau sur le crime et la drogue avec l'OMS a publié un document de stratégie appelé une bonne gouvernance pour la santé dans les prisons au 21e siècle. Cela était une demi-douzaine d'années avant la COVID. Et c'était la première fois vraiment que cette notion est apparue. La santé en prison et la santé publique. Je voulais prendre un instant ici pour le mentionner. Je vous inviterai à le lire, bien sûr, mais prenez une seconde simplement pour voir les 7 conclusions clés de ce document, qui est reflété par le travail de cette commission qui est présentée ici aussi. Alors, l'Organisation mondiale de la santé mentionne que les prisonniers partagent les mêmes droits à la santé que toute autre personne. Les prisons sont des contextes à haut risque de transmission. Les États ont la responsabilité des soins envers les prisonniers. Les services de santé dans les prisons devraient être équivalents professionnellement, éthiquement et techniquement à ceux qui sont disponibles dans les communautés. Les services de santé dans les prisons devraient être fournis exclusivement pour les prisonniers et ne jamais être utilisés comme punition. Pensez-y. L'isolement médical comme punition durant la pandémie. Les services devraient être indépendants de l'administration de la prison et les services de santé de la prison devraient être intégrés dans les politiques et systèmes nationaux et locaux. C'est maintenant rendu des recommandations de base, mais qui sont ignorées d'une façon ou d'une autre par les législateurs, et non seulement au Canada, mais dans le monde. On rappelle donc constamment qu'est-ce que l'on est et comment ça peut être utile. En pensant aux priorités, mais je me suis dit, bon, nous avons ici une bonne feuille de route dans ce document ici. Les recommandations qui ont été émises sur le rapport, l'intégration des services, la vaccination, la décarcération, la transparence, le partage d'informations dans le document de stratégie ici, ce sont les choses qui doivent être faites
qui devrait être prioritaire dans nos provinces ou territoires, au niveau fédéral du moins, particulièrement l'intégration avec les fournisseurs de santé dans la communauté. Mo nous rappelle ici du bon travail qui est effectué par les agences communautaires, qui sont souvent sous-financées. Mais à quel point est-ce qu'ils sont essentiels chez ces gens qui veulent retrouver le bon chemin d'une façon en santé? Oui. La décarcération est un enjeu urgent. Ça a été mondialement la première réponse à la COVID-19 partout au monde, sauf au Canada. Bien qu'il est vrai que nous avons vu une diminution dramatique de population incarcérée, eh bien, ils étaient presque entièrement, c'était une population qui était détenue avant procès. Au niveau fédéral, il n'y a pas de détention. Oui, il y a une détention après procès, mais ici, il faut penser aux programmes qui visent les risques, les besoins, surtout penser au vécu, au traumatisme et une perspective qui est plus sensible au traumatisme des gens et qui répond aux conflits. Nous parlons de diversion depuis des années, du fait que du système traditionnel. Eh bien, je pense qu'on doit parler plus d'obstacles que de diversion. Et, certaines personnes sont incarcérées à cause de leur santé mentale. Et on doit reconnaître ces personnes comme des patients d'abord si c'est exactement ce qu'elles sont. La meilleure façon de progresser sur cela et de capitaliser sur ce que l'on sait. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur une meilleure structure pour refléter notre société moderne, notre monde numérique, l'ère de l'information, les cellulaires, bien sûr, mais qu'en est-il de simplement avoir accès à l'Internet? Qu'en est-il? C'est une politique assez simple de s'assurer qu'avec un revenu minimum garanti, bien, il y a des normes de communication minimum aussi et des normes de logement minimal. Tout cela permettrait d'avoir des communautés plus sûres, plus en santé, et tout cela pourrait se dérouler à l'extérieur du système judiciaire. Avec cette conversation cet après-midi, j'espère que nous aurons davantage de détails sur certains des stresseurs particuliers de la population incarcérée et des personnes qui y travaillent aussi, et la meilleure façon de les aider pour arriver à du succès. C'est une question vraiment d'établir des priorités appropriées, oui, et d'avoir les bons objectifs en place pour le système. Alors, Mary, je pense que je vais m'arrêter ici sur ces commentaires d'introduction sur cela, et j'ai bien hâte de voir la conversation qui en découlera, basée sur les questions de l'auditoire. Merci, Howard. Merci de nous avoir fourni cette perspective, question internationale, perspective globale. Pour moi, nous savons quoi faire, quels sont les obstacles, les opportunités pour ce changement de politique, oui. Quels sont les facteurs cruciaux, les points d'entrée, quelles sont les congrégations des meilleures idées, des résultats. Comment est-ce qu'on réussit à faire du progrès? Oui. Il y a des éléments pragmatiques aussi, comme l'accès à un téléphone cellulaire et certains enjeux plus complexes aussi, comme l'intégration avec les services à l'extérieur du correctionnel au niveau provincial, communautaire. Regardons maintenant les questions que nous avons suscitées dans la boîte conversée. Je pense que je vais... Oui.
Mo, j'ai une question pour vous et clairement, Jay, AJ et Howard, vous êtes bien, les bienvenus aussi à soumettre votre réponse. Une question ici. Mo, vous avez parlé de l'importance de l'aide pour les organisations communautaires. Est-ce que vous pouvez parler de la façon dont vous avez été en mesure d'augmenter votre capacité euh, et dépasser le niveau qui a été fourni pour donner autant d'aide qui, oui, soit au niveau, donc sur le financement? Est-ce que vous avez aussi des conseils sur le financement de différents secteurs, de différentes provenances, sur les différents services, oui, sur les autorités, la justice, sur la façon dont... Est-ce que vous avez des conseils, des questions, des réflexions sur la façon de renforcer cette partie de l'aide, oui, pour ces personnes qui font la transition en communauté? Oui, je veux dire que je suis vraiment impressionné par ce qui est fait par le correctionnel en Colombie-Britannique sur la décarcération, sur la libération planifiée. Et lorsqu'on a commencé à libérer tout le monde en mars, eh bien, c'est là où on a commencé à avoir des chiffres sur les surdoses qui ont commencé à exploser. Mais la prison, on peut sauver la vie des gens. Ça a sauvé ma vie. Ça, je suis sûr qu'il y a des centaines d'autres personnes, j'en connais, qui pourraient vous montrer que ça a sauvé leur vie aussi. C'est une question d'avoir un logement, des vêtements, une dignité, une pause de notre vie dans la rue. Mais ensuite, on est libéré et on n'a nulle part où aller. Et c'est là où on a besoin d'aide. En Colombie-Britannique aussi, il y a les soins de santé à l'intérieur du système. Et ce qui a fait une énorme différence aussi euh, dans la dernière année. Si vous avez des médicaments, eh bien, vous pouvez suivre une médication qui vous suit à votre libération. Ce sont des points qui devraient être recommandés à toutes les provinces ici. Comme c'est une de mes collègues, on doit avoir les mêmes soins ici qu'on a dans les communautés. Pour nous, en temps de pandémie, oui, mais on a appelé des centres correctionnels et on a dit de quoi avez-vous besoin? On a travaillé de façon rapprochée aussi avec les fournisseurs de soins de santé. Combien de temps est-ce que quelqu'un est entre les murs? Combien est-ce qu'il a eu la COVID? Bon, faire des tests de dépistage. La plupart ici, bien, on ne prend personne qui n'est pas itinérante depuis au moins 30 jours. Et là où on les prend avant, eh bien, une grande liste d'attente. Alors, clairement, on doit définir, bon, si on vous envoie à un abri ou un refuge, eh bien, ce n'est pas toujours sécuritaire. La chose la plus difficile, la première année de libération. On sent que tous, qu'on est jugé par tous et toutes. Euh, bon, aller voir un agent de probation, un juge, avoir quelqu'un à nos côtés, ça enlève de cette pression. Et il y a des gens, en fait, en donnant de la dignité, en- on parle avec les médias, ah, c'est un choix, la dépendance, tout ça, blablabla. Mais bon, là, 5 ans après cette la surdose le problème de surdose dans l'économie britannique, eh bien, beaucoup de ces personnes sont encore là, là. Si on vous ramène 5, 10 fois de surdose et vous n'avez pas vraiment d'option, et là, euh, eh bien, tout ce qu'on peut avoir, c'est Narcan. Et puis, avec la surdose, eh bien, il y a des dommages neurologiques aussi. On va voir les effets dans quelques années, je pense, de cette crise. On doit aider les organisations qui font ce travail. Merci, Mo. Une question pour AJ, je pense. N'hésitez pas si vous voulez répondre aussi.
La présidence de la santé publique de l'Ontario a mentionné que certains crimes ne seront plus euh, traités dans les tribunaux, certains tribunaux, et qu'est-ce que cela va changer dans la pratique pour le. Donc, est-ce qu'il y aura un retour durant la pandémie avec les conditions qui ont élevé l'utilisation des substances? Pourquoi est-ce qu'on punit encore les prisonniers pour des enjeux de santé mentale et qu'on empire les choses par le biais de ce processus? Pourquoi on ne peut pas changer la politique? La réponse est bien, ce sont des questions importantes. Dans le système de justice, tout est très lent. On attend que les lois soient adoptées, les enjeux prennent beaucoup de temps, mais maintenant, tout s'empile à cause de la pandémie. Ce qui avait beaucoup de sens par rapport à la réponse à la pandémie prennent encore beaucoup de temps. Nous sommes encore en capacité réduite. Je pense que c'est un élément de réponse. Mais en pensant aussi à ce que Howard a mentionné un peu plus tôt, comme ne pas gâcher ou gaspiller une bonne crise lorsqu'il y a une opportunité devant nous, eh bien, je pense que c'est là une excellente opportunité pour pousser les gouvernements à faire des changements au niveau provincial, fédéral, les différentes agences. Je pense qu'on va vraiment l'utiliser comme une localisation pour faire des progrès. Je pense que l'on sait de façon anecdotique les problèmes, et encore une fois, simplement basé sur les difficultés que je connais, bien sur les secteurs de justice et de correctionnel, eh bien, on a besoin de données euh, qui reflètent la population dans les murs ici, afin de faire des changements de politique et des programmes qui sont bien ciblés. Donc, c'est une chose d'avoir les informations, les données. Et si je peux ajouter une chose, lorsqu'on parle de personnes avec des problèmes de soins de santé mentale, qui sont marginalisées, mais lorsqu'on demande de l'information, on doit avoir aussi un script en faire pour, euh, en termes de donner de l'information, donner des données, oui, sur les agences gouvernementales ou peu importe. C'est une question d'avoir de l'information pour avoir des meilleures données pour ces populations marginalisées. Et sous ces données, ce serait bien utile de s'y appuyer pour faire des changements au niveau des politiques, des réglementations. Mary, est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement au commentaire de AJ? Oui, oui, tout à fait, Howard, mais euh, j'aimerais peut-être vous poser une question, en fait, sur la dernière question qu'on a reçue ici, parce on est presque à la fin de l'heure. Si ça vous va. C'est une question qui est reliée aux répercussions potentielles sur le moins d'adhésion à la vaccination, l'accès des masques aussi, euh, alors qu'on parle d'une quatrième vague potentielle à l'automne. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce que l'on pourrait faire peut-être pour éviter certains des risques? Réponse oui. De l'information et de l'information. C'est une question d'incertitude. En incarcération, lorsqu'on parle d'incertitude sur l'efficacité ou la sûreté des vaccins, eh bien, on le prend de façon sérieuse. Ouais. En prison, on a très peu de contrôle sur les soins que l'on reçoit. Alors, il y a des inquiétudes qui pourraient être importantes, mais peut-être moins pour nous en communauté, mais ça devient central ensuite lorsque l'on est en détention. Cela demande beaucoup de travail, d'efforts afin de traiter ce genre de, de choses. La plupart des systèmes correctionnels au Canada sont, en fait, euh, prévoient bien l'équipement de protection ici. Les, euh, les, bien sûr, les masques, la désinfection, les gants, les vêtements et aussi
surtout le système, même ça ne veut pas dire, en fait, tous les pays ont changé les procédures sur l'hygiène, sur les routines de désinfection. Alors, il y a davantage de conscientisation. Maintenant, c'est une question de garder la pression. On ne peut pas avoir une attitude cavalière, surtout en milieu d'incarcération, oui. Je suis donc plus optimiste que je pensais, alors que l'on pense à une quatrième vague potentielle. Mon plus grand souci maintenant est de m'assurer qu'on reste vigilant et qu'il y ait aussi une certaine supervision. Et ça, je pense que ça veut dire d'avoir une relation euh, plus, euh, plus serrée entre la santé publique et le milieu carcéral. Merci beaucoup, Howard. C'est ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Nous allons passer à la dernière page, la prochaine page, oui. J'aimerais attirer votre attention aux ressources de la CSMC sur la prochaine page. Et c'est là où vous pouvez retrouver le document de stratégie sur lequel on a travaillé et aussi d'avoir accès aux ressources si on passe à 2 pages plus loin. J'aimerais remercier tous et toutes qui ont participé. Merci aux panélistes pour votre présence, pour vos remarques. En résumé, on parle de l'importance de garder la pression, de continuer à parler de ces enjeux. Nous espérons que ce document d'information sera aidé à mettre l'accent sur ces enjeux. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Cela nous fera un plaisir de vous parler. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui.